Bonjour à tous, jeudi 17 ZCL avec Jessie, bonjour. Bonjour Danick. Tout va bien? Oui, ça va. De retour. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans un instant deux représentants de l'UGTG, UTT-UGTG, après l'intervention des flics, des Mamblout, comme on dit ici. Ensuite, nous allons recevoir l'écrivaine Marie-Josée Garé, l'orpheline de la colonie. Elle va nous présenter son ouvrage. Et puis, en fin d'édition, nous aurons les contes d'Odessa. C'est un spectacle qui est prévu à l'archipel des Makamayaf devrait être avec nous. Et bien sûr, comme chaque jeudi, nous aurons notre chronique juridique avec nos deux avocats, France Calvaire et Maritza Bernier. Voilà un peu le sommaire des talks du point de vue de l'info. Et hier soir, au Cercle national des armées à Paris, le CREFOM a organisé son deuxième dîner politique en présence de personnalités ultramarines et sous le patronat du Premier ministre Manuel Valls et l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Et la 27e édition de la semaine d'information sur la santé mentale a débuté ce lundi avec l'organisation de multiples manifestations gratuites en Guadeloupe. En 2015, plus de 11 000 personnes en Guadeloupe ont été traitées. C'est pas un dîner, c'est un événement politique. Enfin, la 7e édition du festival de court-métrage Antilles-Guyane a été ouverte donc hier soir au cinéma Rex à Pointe-à-Pitre du 16 au 19 mars. Le jury présidé donc par Firmin Richard devra partager 19 courts-métrages. Et avant donc le développement de ces titres, les policiers ont tenté donc de chasser les salariés de CanalSat Canal+ qui sont en grève depuis le 2 mars. Une rencontre qui s'est déroulée sans confrontation pour le moment. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi. Nous verrons peut-être donc les images tout à l'heure. Si la vidéo n'est pas encore donc arrivée en technique, Danick, donc on va tout de suite recevoir donc nos invités. Tout à fait, on va recevoir donc Maïté Hubert qui est déléguée syndicale de l'UTT-UGTG et Gladys Barfleur qui est la personne licenciée. C'est la première fois qu'on la reçoit. On va tout de suite vous poser la première question, Gladys Barfleur. Où en sommes-nous en ce moment? Mais là, c'est le statu quo, puisque la direction refuse la rencontre. Ils prétendent avoir des preuves qu'ils refusent de nous donner, de nous communiquer. Nous, tout ce qu'on leur demande, c'est une rencontre pour justement justifier le fait qu'ils me licencient sans raison valable. Mais ils s'y refusent catégoriquement. D'accord. Alors, l'affaire a pris une tournure judiciaire et donc il y a eu une assignation au tribunal, Maïté. Oui, voilà, c'est celle réponse que direction là, ça cabanou. Depuis le début à conflit là, qui c'est le 2 mars, nous avons constaté que les seules réponses qu'elle nous nie, c'est avant tout des assignations à comparaître, avec une condamnation, et on a bien dit une condamnation de 1 500 € par heure et par personne, si vous pas sorti devant piquer là. Donc ça c'est pour en grande partie à les grévistes. Et ne voit-il pas qu'un beau matin là, c'est les Mamblots qui viennent pour chasser tous les camarades qu'il a et qui viennent porter solidarité à un conflit là ça. Donc nous avons bien constaté que mis en Guadeloupe en direction qui a même dit comme ça, quel que soit moun là qui a crié là, quel que soit si c'est policier, quel que soit huissier, quel que soit moun là, et qui a dit comme ça qu'il n'y a pas de problème avec. Seul but qu'il voulait, c'est que l'entreprise aille débarrer pour moun payer travail et pour abonner payer rentrer. Donc, mi situation à travailler aujourd'hui là en Guadeloupe. Alors, par rapport à une situation comme ça, quand vous faites, vous avez laissé tomber, vous avez abandonné le combat là, ou bien, puisque, on dit les Mamblots viennent au matin là, ou bien alors vous avez dit bout là? Nous ne pouvons pas laisser tomber. Nous ne pouvons pas laisser tomber puisque si là nous laisser tomber, c'est ouverture, c'est ouvert porte là, et bien pour tous les patrons qui attendent, qui là, et qui soutiennent lui et qui attendent justement qu'il fait qu'on lit pour licencier quel que soit monde là pour quelle que soit raison là. Parce qu'on a rappelé que dans le code du travail ni des graduations que là madame là ça pas qu'à respecter. Et nous avons bien constaté que li yo ba yon mission c'est de garder qui gens et qu'à supprimer toute contestation en disant entreprise là. C'est mission que yo bay, c'est mission que directeur général à Caraïbes et Océan Indien bay jod là qui c'est monsieur Bakovic qui était là avant. Li
il pas décidé de quoi que ce soit. Il a contenté avec toute arrogance et toute mépris de voyer promener et de dire qu'on sait que de toutes les manières, a pas problème ça il voulait, c'est ouvrir entreprise pour moun peut travailler. Donc là nous peut pas abandonner parce que nous conscients des problèmes là qui n'y là. Par contre nous commander là tout Guadeloupéen de manifester yo. Tous les Guadeloupéens qui viennent payer canal satellite tous les jours et qui en plus en retour pas ni service là que yo commandé là, tous les Guadeloupéens qui fait si société là ça a gagné là 40 millions de bénéfices nets. Eh bien, de manifester yo parce que c'est problème à tout Guadeloupéen là. Faut savoir que en dit Danjari, eh bien c'est en bombe. Et si vous voyez nous Guadeloupéens pas lever, nous que retrouver nous quand il y a 50 ans. Vous avez vrai et là c'est que nèg contre blanc parce que c'est ça qu'il a cherché à faire, de faire en sorte que le conflit là ça véritablement détérioré au maximum. Voilà. Alors, première revendication à autres, c'est d'abord réintégration à Mamba-Fleur. Bien entendu, puisque nous avons prouvé et démontré qu'il n'a pas fait rien. Direction là dit oui, il a fait. Déjà, premier bitin qui est important à comprendre, c'est que ça, il a reproché, c'est une faute qui est très simple. Donc, ça veut dire que la sanction de licenciement là complètement disproportionnée. Et d'autre part, si réellement il y a une faute, bon nous ces preuves là et pas capable de bon nous preuves là là. Ça veut dire qu'il n'y a pas un simple problème de licenciement. Ça veut dire que ça a dépassé ça. Et c'est ça que nous avons cherché à comprendre. Sauf que nous bien voyons que derrière le cas Gladys Barfleur, c'est l'UGTG qui a attaqué et c'est carrément la liberté syndicale qui a attaqué parce qu'il veut faire en sorte que pour syndicat pas de bout. Et ça veut dire que pour travailler là, payer la possibilité de manifester et de dire qu'il n'y a pas d'accord. Pourquoi les boutiques CanalSat, Canal+, ne participent pas aussi au mouvement? Alors, il faut savoir que c'est très important que c'est les salariés qui travaillent. Ils ont dit nous qu'ils ont comprendre le mouvement là et qu'ils sont solidaires. Mais ils ont exercé si ils ont telle pression qu'ils n'ont pas osé venir de bout avec nous parce que venir de bout avec les grévistes veut dire qu'ils avaient le GTG. Et là, si vous avez le GTG, eh bien, là, c'est carrément qu'ils ont déclaré directrice là la guerre. Donc c'est les plus courageux qui doubout là et qui mené combat là, qui a bien dit c'est les plus courageux. Mais nous savons de sources sûres que les camarades ont dit dans là, que les salariés ont dit dans là, ils n'ont même pas à comprendre et qu'il y a dans une situation que ils ont envie de sortir dedans, ils ont demandé la direction de sortir dans ça et ils ont demandé de trouver une solution. Mais la direction a dit pas question, ils n'ont pas qu'à laguer. Ni on meeting pour nous savent c'est que je fais rencontrer quand même avec direction là ni 2 ou 3 jours qui a ça passé. Alors, c'est là que nous avons dit que c'est là où nous constatons qu'il y a véritablement du mépris et de l'arrogance. Parce que nous cisés à veille, nous menons tous les documents pour prouver que, d'une part, notification de licenciement là irrégulière et que d'autre part, il pas fondé en droit dans la mesure où il a fait référence à des règles et procédures qui inexistants en dit d'entreprise là, il pas fondé en droit parce qu'il n'y a pas ni point justificatif qui a prouvé cause réelle et sérieuse là et nous avons dit qu'on sait que humainement on peut pas faire basculer vie en jeune mère de famille qui ni des timoun qui veut vivre aussi qui a demandé rien qui ça ou qu'a fait basculer du jour au lendemain. Nous parler, nous expliquer. Et le lendemain, quand il a trouvé à faire, nous, on notre convocation, pour dire nous comme ça, oui, nous avons entamé plateforme de revendication là, mais surtout nous avons parlé d'autres revendications que le syndicat non-grévistes là, qui c'est la CFTC, ni en dit dans là, si les conséquences de la grève pour les non-grévistes. Alors là, nous avons dit que c'est du foutage de gueule, entre guillemets. Mais on a des grévistes là qui ont une plateforme de revendication, on peut parler nous d'autres revendications que la CFTC a demandé. C'est du jamais vu. Dans l'histoire du syndicalisme, c'est du jamais vu. Mais c'est là l'arrogance et le mépris. Et il dit nous que de toutes les manières, il ne peut pas comprendre parce qu'il n'est pas venu pour négocier. Il a écouté nous parce qu'il nous a demandé contrer. Écoutez-nous, mais il n'a pas jamais l'intention de parler des arrêts de procédure de licenciement et encore moins de réintégration. Mais c'est là le mépris et l'arrogance totale. Gladys Barfleur, j'ai posé une question là, parce que ni monde qui a regardé, qui a posé, mais quand il y a reproché à Via, parce que il y a dit que son problème avec les abonnés, qu'on n'a pas fait ici, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le contexte à licenciement là? Alors moi, ce que j'étais censé faire, à titre exceptionnel, puisque je devais faire un test au départ, filtrer des réclamations pour savoir dans quel service je devais les envoyer. Donc réclamation financière, réclamation gestion abonnée. Seulement, certaines de ces réclamations arrivaient vides. Donc moi, je les signalais
On a plein de bugs informatiques qui ne sont jamais réglés. Je l'ai signalé, donc ça n'a jamais été réglé. Ensuite, on me dit que les réclamations, c'est moi qui les effaçais. J'ai ramené la preuve que je ne les effaçais pas moi, puisqu'elles arrivaient vides. Je n'avais pas mon login, il me reproche d'avoir mon login en dernier lieu. Sauf que ces réclamations-là, comme je me répète, elles arrivaient vides. Donc comme ils ne peuvent pas prouver et que je leur ai démontré que c'est un bug informatique, que je les avais vides, on m'a leur reproché le fait de les avoir clôturées sans les avoir transférées. Mais si elles sont vides, je les transfère à quel service? Je ne peux pas les transférer au service financier ou à un autre service. Elles sont vides. Donc là, ils me disent qu'en tant que cadre, j'aurais dû prendre sur moi et de trouver une solution. Donc c'est tout simplement ça. Et donc du coup, où en êtes-vous dans votre procédure contre ce licenciement justement? Alors la procédure prud'homme, elle est lancée. Toutes les procédures qui doivent être lancées vont être lancées, notamment les prud'hommes pour ce licenciement abusif et d'autres procédures également qui sont en cours. Est-ce qu'on a une idée de la réponse que vous aurez face à cette procédure? Vous avez des prud'hommes. Non mais la procédure, elle est complètement illicite. La procédure même du licenciement n'a déjà pas été respectée. Alors quand elle veut licencier pour faute réelle et sérieuse, ça n'existe pas. Il y a des paliers. On est manager, il y a un problème, on voit son salarié, on lui dit voilà, j'ai un problème, fais ci, fais ça. On donne aucune directive et après on court son salarié dans un couloir pour lui remettre un courrier de licenciement. C'est du jamais vu. Donc le tribunal va acter pour dire bien que c'est un licenciement abusif. Ah ben très certainement. D'accord. Par ailleurs, cette question-là, c'est pour Maïté ou pour Gladys Barfleur. Je parlais au moment donné qu'on s'y au TV, on a écarté un certain nombre de cadres guadeloupéens à l'entreprise. Est-ce que ça a vérifié ça, ce qu'on dit là? Nous avons invité n'importe qui guadeloupéen à demander à parler à un responsable. Et nous avons certifié, nous avons confirmé et nous avons des noms. Depuis quelques années, les gens qui ont recruté, les salariés qui ont embauché, qui sont sortis de l'extérieur, à pas pour guadeloupéen qui ont embauché ici dans. Et dernier en date, en cas répété, son responsable commercial qui nie normalement pour mission de faire l'entour à la Guadeloupe pour récupérer les contrats et consorts, eh bien, c'est un breton. On n'a rien contre les bretons, on n'a rien contre les gens qui sont sortis des rois, mais on a dit qu'un pays en nous nie ces compétences-là. On ne peut pas mettre pression si les salariés qui doivent monter à ces postes-là, ça pour dire surtout, ils n'ont pas intérêt à postuler parce que sinon, ils ont pas gérer ça. Et après ça, fait un recrutement. Nous nions, il faut savoir que nous nions un abonné qui passait vrai nous, si piqué là, même là, t'es collé. Et expliquez-nous qu'il y a une fille en France qui a fait études, d'accord, et qui répond à un appel à candidature. Mais ma petite fille là, ça, je dis que c'est VI tout à fait qui correspond. Sauf que c'est en Guadeloupéenne, c'est en négresse. Là, il arrive à l'entretien là, il ne peut pas comprendre pour qui est-ce qu'il dit comme ça, finalement, il n'a pas fait l'affaire. Sans qu'il ait pas explication, sans qu'il ait dit quoi que ce soit, il dit, le directeur commercial là dit, bon, finalement, il n'a pas fait l'affaire. Madame la colère contre ça, et il est capable de venir témoigner. Donc là, il a dit comme ça que il est choqué. De vrai qu'il y a ni des témoignages sur les réseaux sociaux qui parlent de racisme, on a dit on a arrêté de faire cinéma. On a arrêté de faire semblant. D'accord. Bien, en dernier bulletin, puisque nous avons un sujet là qui fait beau matin, quand ça passe avec les membres là, ils ont agressé les autres ou bien ça passe calmement? Alors, de toutes les manières, ils viennent pour une mission, ça c'est clair. Mais nous pas pour la violence. Nous montrons que nous là et que nous avons revendiqué, les camarades dit et répété les membres, que seul but que nous avons demandé, c'est de véritables négociations. Sauf que, tout les gens ont essayé de crier, madame là, il dit n'y a pas de problème. Donc ça veut dire que autant nous avons essayé de rester pacifiques, ça veut dire que lui a cherché que la situation là détériorée. Mais il faut tout le monde au courant si la situation là détériorée. Pourquoi il détérioré? Parce que c'est chercher qui a cherché ça. C'est ça qu'il a attendu. Ben, nous disons merci et puis nous continuons sur ça et puis on se retrouve vers ici pour le sujet justement qui a été tourné tout à l'heure. Bon, on va tout de suite le montrer justement si la technique peut passer le reportage du coup qui a été fait par Nicolas Chi. Nous intégrons camarades nous, ok, un poste de travail et on reprend les revendications, les plateformes de revendication. C'est ça nous vraiment de journal au niveau de l'UTT-UGTG. Moi qui ai fait remonter les informations
à mon colonel, ma hiérarchie, préfet là. Après madame là, parce que moi si pas même connaître elle. prochaine, pas moun peut venir nous retirer, ça que partir là tout nous. À comprendre. À comprendre. OK, pas dire c'est nous qui fait violence à bruit. À comprendre. Faut nous Pas clair, violence. c'est ça, parce que tout le monde qui a préoccupé de la paix sociale, soi-disant, tout le monde qui a parlé de Kawidjet à présent, seulement Malé qui a pas fait, le vrai monde qui a gagné 40 millions d'euros ici. D'accord? Et à ces ponts bien fondés, il va permettre de licencier les camarades. Je dis jour, nous, du bout là, qu'on depuis 15 jours, et nous avons dit non, que nous, il faut ça cesser. Alors si effectivement, préfet et Banelo a continué de dire qu'il y a pour la paix sociale, ça t'est bien que justement, qu'il y a usé des pouvoirs là, ça, pour qu'il y ait contraindre madame là à ouvrir dans cette négociation. C'est ça nous avons demandé, pas plus que ça, mais il y avait un préalable qu'il y aurait intégré camarades à nous parce qu'il n'a pas fait faute. C'est important pour tout peuple Guadeloupe voir ça est passé jeudi là pour Canal+. Depuis le 2 mars, nous mobilisons pour une grève qui justement commandé de rendre justice parce qu'il y a licencié un salarié sans qu'il n'y ait pas ni bon preuve, sans qu'il n'y ait pas ni bon élément. Et bien depuis le 2 mars, quand nous avons subi, et bien nous tous qui la grévistes, nous consignés à payer, nous avons signé à payer 1500 € d'amende par heure si vous voyez nous avons devant piquer là. Et nous avons constaté aujourd'hui là que les camarades qui prennent leur relais parce qu'ils ont trouvé ça injuste aussi. Et là c'est mon bleu qui a voyé derrière eux. Donc mis en direction méprisante, arrogante, mais qui a voyé rien qui la justice, rien qui m'emblo pour foutre ces camarades la cour et ils ne veulent pas négocier, ils ont refusé de négocier. C'est anormal. Donc nous commandons toute population Guadeloupe, les abonnés aussi qui nous ont servi tous les jours, qui ont fait si société là ça n'y a pas paquet l'argent, et bien des révoltes aussi et des vins by position à eux parce que c'est pas normal dans le pays Guadeloupe là ça jode là. Là nous décidé de pas faire confrontation pour Kibitin parce que de toutes les manières nous avons constaté que justice là avec eux. Nous savons que directrice là qui là c'est un pantin et qu'on contenté d'appliquer ça yo dit appliquer et directeur là gros directeur là c'est qui a crié cabinet du préfet pour dire voyez Mamblo tous les jours. Donc il n'y a ni l'argent pour voyer Mamblo, il n'y a ni l'argent pour agent de sécurité, mais il n'y a pas ni l'argent pour les salariés. Mais c'est ça la réalité. Tout l'argent là on l'a passé en poche à eux. Ça pas normal et nous avons dit faut ça arrêter. Nous avons jusqu'au bout parce que puis nous avons cette injustice là ça puis nous déterminer et puis nous enrager contre des qualités monde comme ça. Donc nous avons jusqu'au bout et ces camarades là aussi qui a passé et yo Kevin porter solidarité puis ça qu'il y a puis yo Kevin porter solidarité avec nous. Voilà, 12h51, Radio merci. Et puis, nous continuons à suivre à faire ça qui est déroulé. La suite du journal, ici. Et donc, on continue avec le développement des titres. Hier soir s'est déroulé le deuxième dîner du CREFOM au Cercle national des armées à Paris. On rappelle que le CREFOM est le Conseil représentatif des Français d'outre-mer qui a pour but de promouvoir, valoriser et défendre les intérêts des ultramarins auprès de l'État. Le CREFOM reçoit donc chaque année des invités de marque autour d'un repas afin de présenter donc le bilan de leurs actions et dresser ses perspectives. Cette année, le dîner était placé donc sous le thème de l'égalité économique réelle pour les Outre-mer, sous le haut patronage et en présence du Premier ministre Manuel Valls et de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy. Tout de suite, le reportage de notre correspondant sur place, Maurice Cessé. C'est pas un dîner, c'est un événement politique majeur, un événement qui nous permet de négocier des combats majeurs. Le premier dîner du CREFOM, c'était l'égalité réelle économique et l'engagement du président qu'il y ait des lois sur cette égalité réelle économique, qu'il y ait aussi des plans territoriaux. Et bien cet engagement, aujourd'hui, nous allons négocier concrètement le contenu de ces engagements avec le Premier ministre et nous assurer que le président Nicolas Sarkozy puisse lui aussi être dans cette logique d'égalité réelle économique, c'est-à-dire un plan de rattrapage sous une génération pour tous les indicateurs, de sorte que les Outre-mer et l'Hexagone, il n'y ait plus ce différentiel dramatique qui existe aujourd'hui. C'est aussi l'occasion de parler d'autre chose. Nous allons avoir, et nous innovons cette année, des questions au gouvernement. Nous avons 6 ministres qui vont répondre. Nous avons aujourd'hui 9 ministres, dont le Premier ministre, mais nous aurons 6 qui répondront à des questions du CREFOM sur des thématiques variées. Quant au Premier ministre, je profiterai pour l'interroger sur d'autres sujets. Je voudrais qu'on parle du morasse dans la Constitution qu'on souhaite voir supprimé dans la Constitution et les lois. Je voudrais qu'on parle aussi de la loi Guesso qu'on souhaite voir appliquée, c'est-à-dire la pénalisation du négationnisme. On souhaite le voir appliqué aussi aux criminels
crime contre l'humanité qu'est l'esclavage. On va lui parler bien sûr, de François. François doit redevenir une chaîne d'outre-mer. La question avait été posée dans les dernier. La question avait été posée, mais cette fois-ci nous entrons dans le concret, dans le dur. C'est au Premier ministre de rédiger, à travers les ministres qu'il dirige, la convention d'objectifs et de moyens de France Télévisions. Mais c'est important que les plus hautes autorités de l'État, que les autorités politiques, que l'ensemble des responsables politiques disent leur amour, leur attachement et leur engagement, en tout cas celui du gouvernement, pour l'ensemble de nos Outre-mer, pour nos compatriotes des Outre-mer, pour les compatriotes des Outre-mer qui sont ici en métropole. Et je vais l'occasion de détailler ça. C'est un signe de confiance et de dire que les Outre-mer sont une chance pour la France. Écoutez, moi je crois que toutes les initiatives qui permettent de mieux faire connaître l'outre-mer sont bonnes et il y a un tel déficit d'information, de connaissances de nos compatriotes métropolitains que je crois que c'est toujours utile de mobiliser tous ceux qui aiment l'outre-mer, qui s'en sentent proches et qui contribuent à faire connaître ces collectivités qui sont une fierté pour la France. Voilà, il est 12h55 dans le ZCL. On va juste compléter cette information en disant que Jean-Marc Mormec, boxeur, ex-champion des lourds légers, a été nommé depuis hier soir par Manuel Valls comme délégué interministériel. C'est une nouvelle qui ne manque pas de surprendre au moment où Victorin Lurel a donc présenté ce rapport sur l'égalité des chances et il a précisé que les choses entreront en l'ordre que dans 25 ans. Et puis, autre chose, dans ce rapport d'une centaine de pages présentées au Premier ministre et au gouvernement français, on apprend aussi que la fameuse surnumération des fonctionnaires, ce qu'on appelle habituellement les 40%, pourrait être supprimée et l'octroi de mer, la taxe d'octroi de mer modifiée. Donc autant de mesures qui mériteront bien évidemment des discussions ici, des réactions de la part de la classe politique. On peut savoir déjà que Jacques Vergès, sénateur de la Réunion, a simplement annoncé que ces dispositions étaient une façon de préparer l'autonomie pour les derniers territoires français. Voilà, il va être pratiquement 13h, on va prendre une page de pub et puis on va retrouver tout à l'heure Madame Macha Makayev qui viendra nous parler de Conte d'Odessa. C'est un spectacle qui sera à l'Archipel ce week-end. Voilà, on revient donc à l'actualité. On va parler un petit peu de théâtre avant de passer directement à l'info. Alors, cette semaine, fin de semaine, on aura donc les Contes d'Odessa. C'est une pièce un petit peu particulière que je n'ai pas vue. Et on reçoit donc Macha Makayev et Philippe Fenwick qui sont tous les deux, Madame Macha Makayev est des metteur en scène de la pièce. C'est une pièce qui va être jouée à l'Archipel pour les enfants d'abord vendredi et samedi pour les adultes. Alors, expliquez-nous un petit peu le contexte de cette pièce d'Isaac Babel. Oui. Alors, c'est un spectacle très particulier avec beaucoup d'images, avec des musiciens sur scène et puis Philippe Fenwick et moi-même qui sommes sur scène. La première partie, c'est la mélancolie russe autour du texte d'Isaac Babel, absolument ça se passe à quelle époque 1905. C'est son enfance de 1905 jusqu'à 1927. Absolument. Oui, absolument. Donc c'est un auteur qui est vraiment bousculé, qui raconte son enfance de petits juifs russes dans des situations très, très difficiles et en même temps avec une exaltation, une poésie magnifique. Et dans la deuxième partie, il y a une surprise entre les deux. Et dans la deuxième partie, c'est le texte que Philippe Fenwick a écrit. Donc je voulais vraiment mettre en relation dans un spectacle visuel un texte du début du XXe siècle et un texte actuel écrit par un auteur contemporain. Alors justement, on va demander à Philippe Fenwick de nous expliquer un petit peu ce qu'il a écrit, son écrit par rapport à ces Lumières d'Odessa. Pourquoi avoir voulu joindre les deux? Alors voilà, je voulais raconter l'histoire d'une correspondance, mais dans la manière dans laquelle ça se fait aujourd'hui, c'est-à-dire
Avant, on s'écrivait, on envoyait la lettre traversait des océans ou des continents. On y répondait, ça mettait du temps. Maintenant, avec l'invention du chat et d'Internet, dès qu'on n'a pas la réponse dans la journée, on s'inquiète. On dit qu'est-ce qui se passe ? Dans la seconde, oui. Et donc, je voulais raconter 2 personnes qui s'écrivent via ce nouveau média, ce nouveau médium, et comment est-ce que ça peut fonctionner. Et donc, c'est la correspondance entre une femme qui habite Marseille et dont les parents ont fui l'Union soviétique, avec un garçon qui habite Odessa, dont les parents ont choisi d'habiter l'Union soviétique. Et ils s'en tombent par hasard. Voilà. Le voyage à l'envers, quoi. Voilà. Et c'est un site qui s'appelle correspondance.com, où les gens qui veulent avoir des échanges culturels ou linguistiques avec d'autres s'inscrivent. Ils sont mis en relation via le site, mais la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est mettre des photos. Les gens doivent rester totalement... on ne peut pas savoir qui c'est. C'est vraiment pas un site de rencontre amoureuse, c'est vraiment un site culturel. Mais sauf qu'à un moment donné, évidemment, chez un des personnages, l'envie de la rencontre est tellement forte qu'il a envie de faire venir cette femme à Odessa. Il a envie de la voir, il a envie de voir à quoi elle ressemble. Mais du coup, il finit par se l'imaginer, en fait. Voilà. Tout fonctionne dans l'imaginaire, en fait. Oui, puis alors il y a une autre humeur. Autant la première partie mélancolique, russe, et la deuxième humeur est extrêmement joyeuse. Et puis méfiez-vous de Philippe Fenwick, c'est un artiste de la mystification. Alors vraiment, il y a quelque chose, il y a des retournements, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. D'accord. Alors, une question peut-être ici. Alors, quelles sont les émotions que vous souhaitez transmettre aux spectateurs à travers cette pièce ? Beaucoup de choses. Je voulais qu'on fasse entendre une langue magnifique, celle d'un grand poète russe, et avec cette ouverture sur l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sur la difficulté d'être un enfant un peu différent dans une société, et puis évidemment aussi l'héritage chez un auteur actuel de ce grand poète comme ça, et la réponse à 2 époques différentes autour de, évidemment ça s'appelle Lumière d'Odessa, autour de cette ville magnifique que Isaac Babel célèbre et dont se joue Monsieur Fenwick. Alors c'est votre première venue en Guadeloupe. Est-ce que ça annonce un partenariat à long terme avec votre théâtre à Marseille ? Alors écoutez, je l'espère vraiment, parce que je trouve que c'est très important de tisser des liens. Alors José Pilia était venu avec un spectacle déjà dans le théâtre que je dirige, le théâtre de la Criée à Marseille. Et nous, à présent, nous sommes là et j'espère vraiment qu'on pourra continuer cette aventure commune. Je trouve que c'est très important. Ça veut dire que des comédiens guadeloupéens pourraient peut-être un jour jouer dans votre théâtre à Marseille ? Mais bien sûr. Et puis même, pourquoi pas dans mes spectacles. Enfin, vraiment, c'est quelque chose... Donc ça veut dire que vous êtes en train de tisser des liens, vraiment ? Tout à fait. Et Philippe aussi, parce que Philippe est aussi metteur en scène et dirige une compagnie. Alors, juste un petit mot quand même sur l'auteur Isaac Babel, on ne connaît pas. Ici, c'est un nom très connu, Babel. Il y a beaucoup de Babel en Guadeloupe qui n'ont rien de soviétique ni de russe, mais on aime bien savoir de petits mots. Isaac Babel, c'est un auteur vraiment avec qui annonce d'une certaine façon Bulgakov, c'est-à-dire c'est vraiment poétique, c'est fort, c'est puissant, c'est ironique. Il adorait la mystification aussi. Et il célèbre là dans son enfance à Odessa notamment. Évidemment, il va être parmi les premiers révolutionnaires russes, vraiment de ces intellectuels qui soutiennent le changement dans son pays. Mais évidemment, avec Staline... Oui, sans se douter de ce qui venait après. Bien sûr, sans se douter de ce qui venait après, puisqu'il va être exécuté vraiment par Staline comme Eyerhold. Oui, parce qu'il faut le dire, il y a une chasse aux juifs sur l'époque stalinienne. Bien sûr, aux juifs et aux poètes et aux intellectuels. Aux intellectuels aussi. Oui. Cette époque. Et c'était les premiers fervents de la Révolution, d'ailleurs. C'est une pièce qui peut être jouée en Russie aujourd'hui ? Oui, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, en Russie, on pourrait faire entendre... Ça, parce qu'il y a la bonne distance historique. Oui. Donc je pense que ça serait une chose possible, mais ça serait aussi une chose nécessaire. Oui, mais il faudrait la jouer en russe. Oui, pourquoi pas. Alors là, je passerai le relais parce que mon russe est beaucoup trop chanson. Et vous savez, les Russes n'aiment pas qu'on abîme leur langue ni l'accent. Ils ont bien raison d'ailleurs. Donc, mais il y a des acteurs et des actrices russes magnifiques. Alors quel public vous visez à travers cette pièce ? Alors tout public, vraiment. Alors
on travaille vraiment, on présente le spectacle devant des adolescents, et ça c'est très très important, et je salue l'initiative d'Archipel de ce point de vue-là, parce que moi je fais la même chose dans mon théâtre, c'est-à-dire vraiment la transmission, vraiment, je pense que quand on a des émotions théâtrales, quand on est jeune, après on est un public acquis, et c'est très très important, et de faire passer ce message par la beauté d'un texte, de la tolérance, de l'ouverture vers la culture de l'autre, ça c'est très important. Voilà, je pense que ça c'est... Et puis après, c'est tout public. Après, je pense qu'il faut évidemment avoir un goût de la littérature dans un premier temps. Et alors c'est un spectacle qui se propose à tous, peut-être pas aux plus jeunes, mais je pense qu'il faut être au moins adolescent. Bien, ben écoutez, on vous remercie d'être venu. 13h09, on rappelle donc ce spectacle demain à l'Archipel pour les lycéens, les collégiens lycéens, et puis samedi, tout public à partir de 20h, c'est à l'Archipel. Lumière de Dessa, c'est à voir. Merci d'être venu. La suite du journal. Merci à vous. Selon l'OMS, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Pourtant, lorsque l'on parle de santé, on s'occupe souvent du physique. C'est là tout l'intérêt donc de la semaine d'information sur la santé mentale qui a débuté ce lundi, sa 27e édition. En Guadeloupe, plusieurs manifestations gratuites sont organisées cette semaine sous le thème santé mentale et santé physique, un lien vital. Hier, le rendez-vous était donné à la Maison des adolescents à Bémao pour des activités physiques et assister à un débat sur l'estime de soi. Reportage tout de suite avec Charlie Dagonia. C'est un lieu déjà où on accueille des adolescents et des familles. Donc aujourd'hui, là, l'idée c'est de recevoir des adolescents, mais aussi de les sensibiliser sur leur santé mentale, leur santé physique. Et donc à travers des ateliers, de leur permettre de découvrir différents ateliers. Bon, on a le judo, on a la diététique. En fait, finalement, dans différents ateliers, ils découvrent tout ce qui pourrait, je veux dire, entrer en importance dans leur propre vie, c'est-à-dire l'activité physique, manger bien. Donc en fait, ça globalise le thème, être bien dans son corps, être bien dans sa tête. Donc voilà, les sensibiliser à ça, leur faire passer aussi des messages, je veux dire, pour être mieux dans leur tête, mais aussi dans leur corps. Donc c'est un peu ça le but, et aussi que les enfants découvrent, les jeunes en tout cas découvrent cette maison qui a été mise en place pour eux. Alors, on a plusieurs effectivement intervenants. Ici à la maison d'adolescents, vous avez des médecins effectivement, vous avez aussi des pédopsychiatres, médecins généralistes, pédopsychiatres, éducateurs, psychologues, sages-femmes. Donc en fait chacun a un rôle bien spécifique en fonction du besoin de l'adolescent, du besoin des familles. On va orienter les personnes vers ces professionnels. Vous avez des adolescents qui ont, surtout à cet âge-là, des complexes par rapport à leur corps, par rapport à leur physique qui bouge, leur physique qui est en plein changement, mutation. Et c'est intéressant, par exemple, de rencontrer un médecin de façon à ce que les médecins les rassurent sur les changements qu'ils voient dans leur corps. La semaine d'information sur la santé mentale a pour objectif d'informer la population guadeloupéenne et les usagers de soins sur les structures et le déroulement des soins psychiatriques en Guadeloupe. Donc l'objectif, c'est qu'aujourd'hui nous nous trouvons à la Maison des adolescents parce que c'est un partenaire de soins pour les adolescents qui pourraient avoir besoin de diverses consultations psychologiques avec un médecin psychiatre spécialisé pour les enfants. Il y a des consultations également avec une sage-femme et il y a possibilité de rencontrer des conseillers même familiaux. Enfin en tout cas, il y a différents intervenants qui peuvent aider les adolescents dans leurs difficultés de vécu au quotidien. Donc la semaine d'information a aussi pour objectif d'informer la population comme les usagers qu'il existe tout un tas de structures et d'intervenants spécialisés qui aident les patients à vivre, à évoluer dans notre société d'une manière la plus favorable possible, en les accompagnant dans leur démarche du quotidien, tant sur le plan professionnel que personnel. Et aujourd'hui, le rendez-vous est fixé donc à la bibliothèque Paul Mado de Bémao pour une conférence ciné-débat autour du film Joue la com Beckham. Le programme complet est détaillé donc sur le site web du Centre hospitalier Monterran si vous voulez avoir plus de renseignements. Et la 7e édition du festival Prix de cours a été lancée hier soir lors de la cérémonie d'ouverture qui a eu lieu au cinéma Rex à Pointe-à-Pitre. Du 16 au 19 mars, ce sont 19 courts-métrages des Antilles-Guyane qui sont en compétition.
Une lourde tâche pour les jurés présidés par Firmin Richard. Tout de suite, le reportage d'Olivier Moradel. Il y a du monde à la Bastille, des grands bourgeois, des sans-papiers. Oh, 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 oh. Elle se présente de façon très prometteuse puisque nous avons encore cette année un nombre de films inscrits en compétition qui progresse. Nous avons une qualité qui progresse puisque les 19 œuvres qui ont été sélectionnées présentent vraiment des qualités assez remarquables dans des genres très différents. Et surtout, ce que nous voulons, c'est promouvoir les talents, promouvoir donc de jeunes réalisateurs pour engager ce pari que nous avons tous réalisé et voulu, à savoir mettre à l'écran, demain, après-demain, dans 1 an, dans 2 ans, des longs métrages antillo-guyanais, parce que, bien évidemment, nous avons accès à des super productions américaines, des œuvres françaises, mais nous voulons aussi que nous puissions avoir des héros qui sont issus de notre culture, que l'on visite nos histoires, que l'on visite nos lieux, notre culture, notre patrimoine. Donc c'est une démarche très militante, pris de court, et nous sommes très fiers de pouvoir réaliser ici, en Guadeloupe, sa 7e édition. Ça fait toujours plaisir de présider quelque chose. Et être présidente de ce jury-là, justement, de court-métrage, c'est un honneur et je suis ravie. Généralement, nous faisons avec... Enfin, bon, il faut dire que nous étions un jury de femmes. C'est extraordinaire. Et nous faisons toujours avec nos ressentis. Nous jugeons une histoire avec ce que ça nous porte, ce que ça nous fait ressentir. Voilà. Donc nous l'avons jugé avec l'esthétique, bien sûr, et aussi ce que ça nous... ce que ça fait bouger en nous. Il y a de vrais talents. Nous avons de vrais talents en France. Je peux dire que nous avons ici en Guadeloupe beaucoup de personnes qui ont naturellement ce qui ne s'apprend pas. Parce que j'ai vu des gens qui racontent une histoire, mais qui ne surjouent pas, qui se racontent avec ce qu'ils ont, qui sont vrais, qui sont authentiques. Choisir, c'est renoncer. Et donc nous avons fait des choix, toujours avec vraiment une volonté artistique. Donc c'est ça le défi, c'est de faire en sorte que nous puissions effectivement être justes dans notre choix. Parce que quand vous avez une centaine d'œuvres en compétition et que vous en retenez une vingtaine, il y en a 80 qui sont un petit peu frustrés parce que de toute façon, il y a du talent dans les 100. Donc ça veut dire que voilà, ce que nous voulons, c'est aussi aguerrir nos réalisateurs à une démarche de compétition et que ceux qui sont retenus dans la sélection puissent participer à des compétitions à l'extérieur des Antilles-Guyane, comme nous avons déjà eu avec Maharaki par exemple, qui a été primé dans le monde entier. Donc faire en sorte que la reconnaissance du talent dont nous pouvons témoigner ici soit reconnue à l'extérieur et je pense que c'est une démarche dans laquelle nous souhaitons nous inscrire. Festival du coup qui sera terminé ce samedi puisque la remise de prix aura lieu donc samedi dans une manifestation qui aura lieu à 19h. Sinon, bien, on va parler de littérature. Tout à l'heure, on parlait de théâtre et on reçoit Marie-Josée Garé qui a sorti ce bouquin, L'orpheline de la colonie. Alors, c'est un ouvrage qui est un peu surprenant puisque Madame Garé s'imagine comme une colon du XVIIe siècle, de ce moment où les premiers colons arrivent en Guadeloupe. Elle arrive dans la colonie, elle se met dans la peau de son personnage et elle débarque en Guadeloupe. Elle revient de Dieppe, où on sait que les engagés quittaient la Guadeloupe, quittaient les ports de Dieppe, de Rouen, etc. à l'époque, arrivaient ici en Guadeloupe pour ce qu'on appelait les 36 mois. Et donc c'est l'une de ces femmes. Et attention, à l'époque, les hommes arrivaient, mais il n'y avait pas de femmes. Et donc l'histoire commence avec l'une de ces femmes qui va raconter son point de vue sur cette sorte de... Est-ce qu'on peut appeler ça de la prostitution pour l'époque? Pas encore. Pas encore. Oui, pas encore. Alors, d'abord, il faut situer un petit peu le tableau, brosser le tableau. La Guadeloupe est occupée depuis 1635 et effectivement, il y a en majorité des hommes puisque le premier convoi qui arrive pour occuper la Guadeloupe, c'était à peu près 500 engagés. Oui. 500 engagés, 50 familles. Au moment où l'héroïne arrive, on est en 1643. Oui.
Alors, très peu de temps après. Très peu de temps après, mais il s'est passé quand même beaucoup de choses. Il y a eu la guerre avec les Caraïbes, qui très féroce, une lutte très féroce pour occuper le terrain, pour que les Français occupent le terrain. Et pour les engager, les 500 hommes qui étaient venus, ils étaient dans une situation abominable de travail. Ils travaillaient comme des esclaves, en fait, il faut le dire. Ils étaient des esclaves, et même certains avaient été esclaves en Algérie. Donc ils avaient connu l'esclavage déjà. Et puis il faut dire aussi, Mme Garé, que les gens qu'on ramassait sous les portes, ce n'est pas souvent des bons sujets. Non. D'ailleurs, la colonisation s'est faite avec des flibustiers d'abord. Donc les premiers, c'était des flibustiers, c'était des aventuriers, on va dire. Donc ce qui s'est passé un peu avant 1643, c'est que les hommes repartaient, on n'arrivait pas à fixer la colonie, les hommes repartaient vers la métropole, prétextant aller chercher femmes, par exemple, et ne revenaient pas. Mais il y avait aussi un autre problème qui a interpellé l'État français, si on peut dire, c'est que il y avait quand même une population caraïbe qui était restée en entente plus ou moins cordiale avec quelques-uns, et les gens les engagés se mariaient avec ces Caraïbes, se mettaient avec ces Caraïbes. Donc il y avait une population de métissage qui commençait à se former. Et ça causait problème. Et on est à une époque où et on n'a pas encore de racisme, vraiment. Les gens sont ensemble. Et, le code noir n'existait pas encore. Le code noir, c'est arrivé plus tard. Il est déjà un petit peu en écriture par le père de Colbert, mais il est arrivé plus tard. Donc il fallait tout organiser. Alors, l'idée qui venait de France, c'est de faire venir des jeunes femmes. Pourquoi je dis qu'on ne parle pas de prostitution encore? Parce que ce premier qu'on voit est vraiment des filles qui sont sorties d'une orphelinat, voilà, mais de bonne éducation. Parce qu'on se marie quand même, on se marie à l'époque. À se marier, donc voilà. Et l'idée est... Donc c'est une femme qui... Enfin, dans mon livre, elle s'appelle Mme de la Roche, mais qui a existé, qui s'appelle de la Fayolle. Tout ce qui est dans le livre a existé. Tout ça, c'est du véridique, pratiquement. Et après, j'ai brodé, parce qu'il fallait bien construire la vie. Alors, d'où est sortie l'histoire, l'histoire de l'histoire? Un petit peu de Duterte, un petit peu de Rochefort, et puis monsieur Lacour, l'historien Lacour, remet ça bien en forme, et puis ça... Alors, il y a des petites phrases par-ci, par-là, et puis après, j'ai brodé autour, mais le prétexte, c'était surtout de raconter le quotidien de cette époque-là. Alors, je vous ai posé la question tout à l'heure, mais je vous la repose. Pourquoi avoir pris le point de vue de l'autre? Parce que quand j'ai lu que des jeunes femmes étaient sorties d'un couvent, et amené vers les Amériques, qui était l'aventure à l'époque, ça m'a interpellée déjà du point de vue de ces jeunes femmes. Et puis, on doit faire fi de tout ce qui s'est passé après, puisqu'on n'est pas encore en période d'esclavage. Et ces jeunes filles sont finalement des jeunes filles très naïves et qui ne savent pas trop ce qu'elles vont. Et je voulais qu'on ait un terrain vierge et neutre. Et ces jeunes femmes me semblaient tout à fait indiquées, oui, puisque elles sont très jeunes, entre 19 et 20 ans à peu près. Voilà. Et puis il y a une question qui m'a toujours... et s'il n'y avait pas eu toute cette suite, que serions-nous maintenant? Donc, comme la Réunion, vous savez, comme la Réunion. Oui, quoique la Réunion a connu quand même... oui, mais la Réunion, la population blanche française est beaucoup plus importante que les populations africaines. Oui. Alors, il y a une question que je voulais vous poser quand même, qui m'a interpellé, c'est que pendant tout le bouquin, vous parlez du Caraïbe, il n'a jamais de nom. Pourquoi il n'a pas de nom? Parce que je voulais le positionner. Le Caraïbe. Oui, je voulais. Il y en a deux d'ailleurs, deux personnages caraïbes qui se croisent. Ils avaient une importance et en même temps pas vraiment. Exactement, mais c'était la réalité. Donc je voulais pas trop le personnifier. Mais je place un petit peu, si on voit bien dans le livre, il y a un peu de tout.
les apports. Il y a des Noirs, il y a Zéla, Zéla la Noire, enfin bon, c'est vrai que... Noirs avec des origines un peu espagnoles, parce que c'est de l'esclavage, des gens qui ont été arrimés sur les bateaux d'Espagnols, qui arrivaient ici, comme ça, vendus par les flibustiers, d'ailleurs. Alors, autre chose que j'ai noté, c'est que les gens ne parlent pas créole, mais ils parlent une sorte de français charabia. Mais ça commence, en fait, on est dans une, il faut se comprendre, et on est à la naissance, et on est à la naissance de criollo, créole, enfin, au vrai sens du terme. On est à la naissance du terme mulâtre, on est à la naissance de toutes ces... C'est pour ça que cette période-là m'a beaucoup intéressée, et à travers l'aventure de Jeanne, l'héroïne, on peut toucher le pétain, qui était le tabac, qui était la monnaie d'échange de l'époque, et qui, si elle était en surproduction, il fallait ralentir la production, etc., exactement comme on peut avoir des fluctuations de bourse de l'époque. Alors, ce livre est tiré de faits réels, vous nous avez dit. Comment vous avez organisé votre travail de recherche? Alors d'abord, par passion, je vais souvent lire sur les époques. Donc après, c'est vrai que sur l'époque, on a quelques ecclésiastiques qui ramenaient des récits de l'époque, avec des lectures un peu difficiles. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup appuyée sur l'historien Lacour. Mais après, il m'a fallu quand même faire des recherches supplémentaires pour avoir des informations supplémentaires. L'histoire de ces convois de jeunes filles, elle est plus décrite sur le peuplement du Canada, du Québec, donc où on parle des filles du roi. Là, c'était des prostituées qu'on raflait dans les rues, et c'est ce qui a commencé à cette même époque que pour nous. Parce qu'après, nous, on a eu d'autres convois, là, un peu plus... c'est devenu comme une sorte de commerce, en quelque sorte. Alors, quand même, l'ouvrage est un petit peu tragique, je veux dire, c'est pas très gai. Alors, je commence en 1643 avec leur débarquement, et je finis en 1656. Alors, on a entre-temps la première révolte d'esclaves et d'une population mixte, parce qu'il y a, avec ces gens-là, il y a des engagés qui ont fui, et qui sont retrouvés marrons, entre guillemets, avec les esclaves. Donc il y a cette révolte-là qui clôture vraiment le livre. Et on peut supposer toute la suite, puisqu'il y a la culture de la canne qui va monter en puissance, c'est l'arrivée des Hollandais, et vraiment... Alors je ne sais pas quel va être le destin de cet ouvrage, mais ça pourrait faire un bon film. Ça serait c'est un livre qui a très bien été accueilli l'année dernière, parce qu'il a été nominé au prix Carbet des lycéens, et qui a eu un très bon accueil au niveau des enseignants, et je salue vraiment les équipes d'enseignantes et les documentalistes qui ont vraiment permis un échange très riche avec les jeunes. C'est vrai que du point de vue historique, c'est un ouvrage, je ne savais pas que vous étiez basé sur des faits réels, comme disais ici, mais du point de vue historique, c'est intéressant, mais du point de vue même, il faut le dire, de l'écriture, vous avez dû faire un bon effort, un bel effort d'écriture, parce que pour être habitué à lire beaucoup d'ouvrages ces temps-ci, parce qu'on reçoit beaucoup d'écrivains ici, quelquefois le style n'est pas toujours... Oui, merci. Mais en fait, il a fallu d'abord, comme je parlais à la première personne et que c'était Jeanne, déjà, il fallait que je trouve un français bien de l'époque. Oui, français de l'époque, c'est ce que je note. Vraiment, on m'a enlevé quelques subjonctifs parfaits que j'avais mis, qui faisaient un peu lourd pour notre époque maintenant. Mais j'ai tenu à garder l'époque, mais en même temps à garder la couleur. Tout à fait. Je pense que vous avez réussi. Sur ce plan-là, vous avez totalement réussi. En plus, vous avez même eu un glossaire. Des termes utilisés. Je voulais que ce soit très pédagogique. Je voulais vraiment que ce soit un ouvrage qui serve, parce qu'on n'a pas beaucoup d'écrits sur cette époque, d'ailleurs, on n'en a pratiquement pas. Surtout de ce point de vue-là, de toute façon. Il fallait prendre ce point de vue-là. Sur l'époque, on n'est pas après, peut-être le prochain sera d'un autre point de vue. Donc il y a une suite.
Il n'y a pas de suite pour celui-là, parce que la suite, on la connaît. On s'attend à une suite, même après l'épilogue, on se dit peut-être qu'en retournant là-bas. Souvent, on m'a dit ça, le prochain, ça ne sera pas la suite. La suite, c'est pas une trilogie, on la connaît. J'aurais pu, peut-être qu'un jour, ça... Mais pour le moment, la suite ne m'inspire pas beaucoup. Donc vous travaillez déjà sur le prochain ouvrage? Oui, depuis longtemps, parce que c'est encore un roman historique. Toujours de l'histoire? Oui, vraiment. Sur l'histoire de la Guadeloupe, en plus. Alors, juste avant de vous quitter, tout ouvrage comme ça mérite bien sûr une promotion particulière, une signature. Alors, vous avez prévu quelque chose? Alors, le 30 avril, sur un grand centre commercial, à la librairie d'un grand centre commercial. On peut le dire, c'est à Mediastore. Voilà, à Bémao. Le 30 avril. Pour le moment, c'est tout ce qu'il y a comme actualité. Par contre, si on ne le trouve pas en librairie, si par hasard il n'y était pas, on peut toujours demander au libraire de le commander. Et sinon, sur le site des éditions Nestor. Il s'est bien vendu déjà, cet ouvrage? Il s'est vendu, peut-être pas suffisamment, parce que je ne promotionne peut-être pas assez, donc je vais m'y mettre. Et il est aussi dans le panier créole de l'Académie, les 27 ouvrages du panier créole que la région a financé à l'Académie Guadeloupe. Bon, en tout cas, Mme Margari, merci d'être venue. Et puis, on rappelle à nos téléspectateurs, s'ils ne l'ont pas, du point de vue historique, c'est un ouvrage qui vaut son pesant d'histoire. Vous avez eu du retour des historiens? Des enseignants, et il y en a même qui ont vérifié la véracité des dires. Oui, j'ai vu les choses. Alors moi, je ne sais pas, je pose la question, c'est la dernière question, je vous laisse partir. L'Ignam existait déjà à l'époque? Oui, le Malanga, l'Ignam. Oui, c'est les Caraïbes qui faisaient ça? Oui, mais il y a une petite, que j'avoue, que je reconnais, j'ai mis à un moment du fruit à pain. Oui, c'est ça, c'est des Indiens qui portent le fruit à pain. La petite erreur que j'ai fait. Diachronique, c'est les Indiens qui arrivent avec les fruits à pain quelques années mais après. Sinon, tout est, même quand il y a un cyclone dans le livre, c'est parce qu'il y a eu un cyclone cette année-là. Tout est... Quand vous dites la rivière aux herbes à Basse-Terre, c'est vraiment la rivière. Elle s'appelle déjà la rivière aux herbes. Exactement. J'ai essayé de tout mettre... Vous êtes une vraie historienne alors? Non, pas encore, malheureusement. C'est pour ça que je n'ai pas osé mettre les vrais noms. Well, je l'ai appelé Charles. Charles, vous devez Charles Well. Je n'ai pas osé, j'aurais dû la prochaine fois. Ok, on vous remercie en tout cas d'être venu. On rappelle aux téléspectateurs qui peuvent trouver sur le libraire ou sur le site des éditions Nestor. Il est 13h30. On prend une pause publicitaire et on retrouve tout à l'heure notre chronique juridique avec nos deux avocats qui piétisent qui sont en train de nous attendre. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. 13h36, on revient donc à l'actualité, mais avant notre chronique juridique qui revient. Nos avocats sont revenus sur le plateau. Et donc on va parler aujourd'hui de témoignages, de mise en examen, de décision de justice et de l'aide juridictionnelle, c'est bien le mot. Et on va commencer par la première question. Qu'est-ce qu'un témoin assisté? C'est une expression qu'on entend souvent, le témoin assisté. Souvent dans le cas de Sarkozy, on a souvent parlé de témoin assisté. Alors qu'est-ce que le témoin assisté? Alors on ne peut pas parler de témoin assisté sans parler d'abord du simple témoin qui est la personne qui aura assisté à la commission d'une infraction sans y participer. Le témoin assisté, c'est un statut hybride entre le simple témoin et le mis en examen, c'est-à-dire la personne qui a commis, qui a participé à une infraction. En réalité, le témoin assisté est une personne contre laquelle il existe des indices qui vont laisser présumer qu'elle a ou qu'elle aurait participé à une infraction. Alors ce statut permet aux témoins assistés de bénéficier de certains droits. Par exemple, l'accès au dossier, l'assistance d'un avocat. En revanche, le témoin assisté n'est pas mis en examen de sorte qu'il ne peut pas être placé. Il garde sa liberté.
Tout à fait, il ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire, ni même placé en détention provisoire. Il peut, cela dit, demander à être mis en examen simplement pour bénéficier de l'ensemble des droits de la défense. Alors, je voulais bien comprendre, hein, le témoin, il se présente libre au tribunal. Tout à fait. Il est libre, il n'est pas mis en examen, simplement, il ne va pas prêter serment, puisqu'il n'est pas simple témoin. Son statut peut changer, peut évoluer. Il peut redevenir simple témoin ou au contraire être mis en examen. Il a assisté de qui? D'un avocat. Ah, le témoin assistait toujours avec un avocat. Il a le droit d'être assisté par un avocat et de consulter le dossier pénal. Et il peut demander à être confronté aux personnes qui le mettent en cause. Ça, c'est important. Alors justement, qu'est-ce que la mise en examen ? La mise en examen, c'est le statut un petit peu plus avancé dans la charge de la preuve, puisqu'on aura des indices qui vont accabler une personne. On aura la quasi-certitude qu'elle aura commis une infraction, bien commis une infraction. D'accord. Et à quel moment on décide de la mise en examen et qui prend la décision? C'est-à-dire que l'on voit un monde et en butin fait. Par exemple, on hold-up fait d'un côté, on casse. Il vole d'un côté, etc. Ça m'aide bien de dire là, c'est que nous des gens peut-être qui étaient là. Ils voient ça, sont témoins. Nous avons d'autres gens de monde qui peut-être que peut-être voiture là, que ces boucles là, utilisées là, pour faire le plat, c'était peut-être voiture à tonton, à tante, à un voisin. Moun na ça, il n'a pas dit qu'il y a dedans, mais il a crié comme témoin assisté. Non, tu sortes de petits soupçons, mais enfin c'est juste son enquête. Bon. Et mais t'as là qui fait ça là, lui-même là. Ou t'as là qu'il ne peut pas dire c'est puisqu'il a bénéficié de la présomption d'innocence. Puisque enquête là, justement, qu'il y a déterminé si a passé exactement. Mais, n'y a pas de dit c'est d'être lui. Par exemple, en vidéo, ça fait millénaires sur notre côté, c'est gagné commercial là, vidéo là, oui. Ou alors, il montre photo, depuis comme ça, c'est-à-dire qu'il a dit c'est d'être lui. Donc, il a mis un examen. Avant, il a dit inculpé. Oui. Il a dit inculpé. Donc, parce que si nous parlons de ces bits, ça veut dire que nous devons un juge d'instruction. Nous n'avons pas de sorte de juge. Mais tu as là, l'on va un butin fait, un bab fait, qui a mené l'enquête pour essayer de savoir est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas vrai, qui j'en a fait, qui j'en a pas fait, qui moun qui était là, qui moun qui peut participer, etc. C'est un juge spécial qui a créé un juge d'instruction. Et c'est qui a pris une décision là, de mettre moun là en examen. Avant, il a dit inculpé. Il a dit inculpé. Son thème qui changeait, mais c'est même bien là. Au fond même, ça va changer. Non, c'est-à-dire que ça a changé des formulations. Avant, il a dit inculpé. Après, il a dit mise en examen. C'est-à-dire que ces gens-là ont le soupçon contre lui, essayer éventuellement qu'il peut mettre la joie, etc. Mise en examen là, il peut la joie, il peut arrêter. Est-ce qu'il peut arrêter un monde qui a mis en examen? C'est-à-dire qu'il y a deux phases. Là, on va mener les gens là devant le juge d'instruction là. Le juge là qui a interrogé. Et il a dit, mis les éléments que d'ores et déjà nous n'y comptons. On peut faire une déclaration, qu'on ne peut pas faire une déclaration, on a le droit au silence. Mais c'est le juge d'instruction qui a décidé de mettre un examen, c'est-à-dire de dire de tenir en bas disposition à la justice. Il peut partir pour si bien il galante, si bien il est saint, si bien Miami, il peut partir comme ça. Qu'il est mis en examen et ni en obligation d'hériter dans l'espace géographique. Bon. Et si vous voulez, mais mounna ça. Là, vous vrai juge d'instruction a mis un examen. En général, s'il faut gravité et les preuves qu'il y a contre lui, il y a devant un deuxième juge, qui est le juge de la liberté et de la détention. Et le juge là, ça, il a décidé si on a vu mon abbé Maro, on a été mis la jolle, ou si on a laissé libre, peut-être sous contrôle judiciaire. Mais c'est un monde que la loi mettait en Tchébé là, en bas. Alors comment peut-on faire appel de la décision de justice justement? Ni deux types de décisions de justice. Si nous au pénal, par exemple, on tue moun, on vole, on député comme ça, on blesse moun, on est 10 jours.
10 jours pour faire appel devant la cour d'appel à Basse-Terre à partir des dates là qu'il y aura un jugement là. Non. Mais si c'est un jugement civil, par exemple un jugement à tribunal d'instance, tribunal de grande instance ou alors ou même en décision au conseil de prud'homme, à un moment là ça c'est un peu spécial. Depuis quelque temps, peut-être 2 ou 3 ans, faut faire ça, il y a dit par RPVA. RPVA là, moi-même, bien sûr, je suis secrétaire là, qui connaît ça, mais si vous voulez, son but avait une machine, avait un appareil là quoi. C'est une sorte de déclaration écrite, mais qu'on a fait dans un système qui est RPVA. C'est-à-dire que l'on voit au monde, non jugement contre lui, en tout cas, il n'est pas d'accord avec le jugement, il n'est pas satisfait. Il a fait appel, il est pratiquement obligé pour un avocat. Parce que lui-même ne peut pas faire appel comme avant. Ah, on ne peut pas vous-même en tant que. Non, il faut faire ça par RPV, alors il n'y a pas machine, il n'y a pas système là, quand on dit que moi-même pas bien comprendre, qu'à un moment là, ça, mais il faut un avocat, son avocat va faire ça. D'accord. Ouais, et les mêmes délais, etc. Alors, il y a différents jugements. Il y a le jugement pénal, c'est ça? Ou le jugement pénal, si par exemple, il y a blessé, ça passe devant un tribunal correctionnel, ou devant un tribunal de police, etc. On a 10 jours à compter des dates là, qu'il y aura un jugement là, pour faire appel. Qui gens? Simplement, quand il y a un tribunal là, nous avons un cahier pour ça, au greffe, et on a dit qu'on a fait appel, on a matché ça, on a signé, et on a un récépissé de déclaration d'appel. Et c'est la même procédure pour le jugement civil? Ça, c'est jugement. Oui, non. Jugement civil, là, c'est sans parler des députés au PVA. Là. C'est en but que c'est les avocats qui ont fait ça avant une machine, avant un système relativement simple pour un secrétaire, mais enfin, que moi-même pas. C'est nouveau, ça? Vous avez fait il y a eu 2-3 ans. D'accord. À peu près. Bon, jugement. Mais son avocat qui a fait ça, bah, maintenant. Ni jugement en tribunal administratif, ça sent. Pourquoi faire appel là comme ça aussi? Son appel, vous pouvez faire ça aussi? Vous pouvez faire vous-même? Ou bien faire au PVA aussi? Au PVA là aussi. Voilà, tout le temps moderne ici. Bien. Dernier point, qu'est-ce que l'aide juridictionnelle, puisque parfois on a de l'argent pour payer un avocat, et c'est pour ça même en grève, vous avez fait aide juridictionnelle là, qu'est-ce que c'est exactement? Alors l'aide juridictionnelle, comme son nom l'indique, est une aide qui va permettre aux justiciables, sous des conditions de ressources, de bénéficier de l'assistance gratuite ou pas, puisqu'elle peut être totale ou partielle. Ça veut dire qu'on peut en bénéficier en totalité ou on peut avoir à payer une partie des frais. Alors ça concerne les frais d'avocat, ça peut concerner également les frais d'huissier de justice et également les frais d'expertise lorsque dans la procédure on aura besoin du concours d'un expert. Alors il faut savoir qu'on peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle dans plusieurs situations. Alors d'abord pour lancer une action en justice, mais on peut demander également à bénéficier de l'aide juridictionnelle lorsque l'on est en défense pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat. On peut encore demander l'aide juridictionnelle pour l'exécution d'une décision. On a un jugement, on veut faire exécuter par un huissier, on va solliciter l'aide juridictionnelle. Et on peut aussi demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour l'audition d'un enfant mineur. Voilà un petit peu les cas pour les. Juste la question, du point de vue de l'avocat, qui décide de l'avocat choisi pour l'aide? Il y a un tableau, comment ça se passe? Il y a 2 possibilités. D'abord, on peut déposer une demande d'aide juridictionnelle sans choix d'avocat. Donc le bureau qui est dans le ressort de tout tribunal de grande instance va vous désigner un avocat. D'office. Va vous désigner un avocat. On parle d'avocat d'office en matière pénale. C'est la même chose, mais on est en matière pénale. En matière civile, vous pouvez effectivement en tous les cas choisir un avocat. Alors joindre au dossier une lettre d'acceptation d'un avocat qui dit qu'il accepte de vous défendre au titre de l'aide juridictionnelle. Dans ces cas-là, le bureau désigne l'avocat et effectivement le délai est beaucoup plus court puisqu'on a déjà fait le choix d'un avocat qui accepte de nous défendre. Et on a dit, mais enfin, juste le préciser, qu'on peut accorder ou refuser cette aide. On peut l'accorder, on peut refuser. On prend en compte les revenus et puis les charges de famille aussi. Les enfants à charge, par exemple. L'aide peut être partielle, je l'ai dit, elle peut être totale. Voilà un petit peu les conditions. D'accord, je pense qu'on a tout vu.
Oui, on a rappelé les avantages quand même de cette aide. L'intérêt, c'est qu'effectivement, les frais de justice sont nuls, ou en tout cas, ils vont être réduits, puisque dans les cas où elle va être partielle, et ça permet effectivement aux personnes qui n'ont pas les moyens d'accéder à la justice. Alors, une question tout à fait générale qui repose un petit peu sur ce qui a été dit. Est-ce qu'une personne peut décider de se défendre elle-même sans l'aide d'un avocat? Et est-ce que c'est souhaitable? Ça dépend devant quelle juridiction. Devant le tribunal de grande instance et devant la cour d'appel, il faut l'assistance d'un avocat. Devant le tribunal d'instance, par exemple, on peut faire le choix de se défendre seul. Après, c'est risque et péril. Tout dépend de l'individu qui va se défendre, et c'est sûr que dans certaines matières, l'assistance de l'avocat est vivement conseillée. D'accord. Oui. Pour moi, là, on voit un problème avec la justice, il faut un avocat. Oui, pourquoi aussi? Il faut un avocat parce que la loi, la machine judiciaire, c'est une machine infernale, implacable. Pour qu'on rentre raison, on peut sortir tort. Ouais. On peut sortir tort. Et surtout, souvent, on voit un avocat en face à eux. Les travailleurs, c'est métier, ils peuvent nous obéir. Donc, préférable qu'on ait un avocat. Alors, nous avons une petite question d'actualité là, on va poser une question là, peut-être que nous couvrons ça la semaine prochaine, mais avant de ça, nous avons l'UGTG qui est là, il y a une assignation à 1 500 € d'astreinte par jour et par personne pour un grève parce qu'elle est bloquée. À ce moment-là, est-ce qu'il est obligé de payer ça en tant que syndicaliste, ou alors parce que depuis qu'il y a astreinte l'année 4 jours, il reste dans la position à eux, il a bloqué l'entreprise à toujours. Ou bien est-ce que le syndicat est obligé de payer à un moment donné? Ah oui, à partir du moment qu'on a une décision de justice qui a ordonné à capacité pour tirer le barrage là, tirer le barrage là sous astreinte par exemple, ou du moins bon temps par jour. 1 500 € par monde et par heure. Oui. Patron là, ça bénéficie à patron là. C'est soit pour des raisons tactiques, il peut peut-être exécuter la décision là. Mais juridiquement et dans l'absolu, il peut exécuter contre ces gens-là, contre ce syndicat-là. Alors, deuxième aspect là, est-ce qu'on dit ça, on peut faire appel à une décision comme ça? Ah oui, c'est en général en référé ça qu'a fait. D'accord. On peut faire appel directement. Ouais. Mais le problème là, c'est qu'on dit en référé, en ordonnance de référé, c'est en décision qui est exécutoire nonobstant appel. Oui. Ça veut dire que du moment que l'adversaire voyait ici, il peut exécuter tout de suite, faire appel si vous voulez. Ouais. Mais il faut pas arrêter l'appel là. Il va arrêter. L'appel là pas suspensif. C'est-à-dire qu'il faut par exemple débarrer toujours. Comprenons. Débarrer et puis astreinte là. Si c'est une astreinte ou d'autres frais qu'il peut mettre en place, il passe suspensif. Mais une heure par heure, 1 500 € par heure. Ah, c'est méchant. C'est quoi si vous avez fait affaire? Vous va faire ça, vous voulez. D'accord. Bien, merci, Maître Bernier, Maître Calvaire. On va vous retrouver la semaine prochaine. Oui, jeudi prochain. C'est jeudi, c'est un mécanique émission. C'est vendredi prochain? Oui, c'est vendredi Saint-Pékeni. Okay. Donc, on vous remercie et puis on termine le journal avec Jessie en souriant. Et l'importance du jardin créole et les plantes de protection, c'était le thème de la réunion d'information abordée hier matin au foyer Gertier Archimède à Pointe-à-Pitre. Une action communautaire qui a été mise en place par le centre communal de la ville de Pointe-à-Pitre, l'association Bois L'Encens et la banque alimentaire. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi et Harold Luce. Août 1981 et nous accueillons des personnes âgées autonomes dans des studios où s'il y a des couples dans les 2 pièces. Donc nous faisons de l'hébergement et nous accompagnons les personnes âgées au quotidien dans leurs besoins divers, administratifs, sociaux. Ici, le projet il est né à la suite d'un appel à projet de la DAF. Et donc avec la banque alimentaire avec qui on avait l'habitude de travailler, on s'est dit on va répondre à cet appel à projet et on va proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude de proposer justement. Parce qu'avec la banque alimentaire, on proposait des ateliers sur le jardin, mais c'était des ateliers en salle. Et on s'est dit qu'on va faire grandeur nature et on va proposer carrément des jardins. Et au départ, le projet en fait c'était pour les bénéficiaires de la banque alimentaire. Mais donc par la suite, on s'est vite rendu compte qu'avec seulement les bénéficiaires, ce n'était pas possible de faire le truc en grand. Donc on s'est dit on va ouvrir à un plus large public, ce qui fait qu'aujourd'hui, monsieur tout le monde peut participer au jardin. Et donc c'est comme ça que le CCAS de Pointe-à-Pitre
a eu vent de cette histoire et donc ils sont venus nous voir pour nous dire voilà, on a entendu dire que vous aviez un projet de faire des jardins communautaires et on a 2 foyers sur Pointe-à-Pitre qui seront intéressés pour justement mettre en place les jardins et on a les personnes qu'il faut. Et donc effectivement, on a fait des réunions, on a rassemblé les gens et c'est comme ça que le jardin est né ici à Gertier-Archimède et on a également un jardin au foyer à Chile-René-Boisneuf à côté de la mairie de Pointe-à-Pitre. Le jardin créole, c'est une source de ressources alimentaires. C'est un lieu où il peut y avoir une grande biodiversité parce qu'à l'origine, elle existait. Donc, c'est tout à fait normal d'inciter tout un chacun à revenir à l'utilisation de nos plantes, de nos tubercules, de nos racines, de tout ce qui fait l'honneur du jardin créole. Alors, ce matin, je vais voir avec eux les principales ressources du jardin créole, parce que le jardin créole a toujours permis aux gens de se nourrir. Mais aussi, vous avez aussi de nombreuses plantes qui permettent à tout un chacun de se soigner. On vient pour arroser, justement, pour arroser... Là, c'est pas nécessaire. Non, là, c'est pas nécessaire. Pour arroser en temps sec et aussi arracher les mauvaises herbes, regarder s'il n'y a rien d'anormal, des parasites ou escargots. On est satisfait et de toute façon, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on refait autre chose. Parce que la terre, on a ramené de la terre. Et il y a des plantes qui n'arrivent pas à bien pousser ici et qui ont des parasites. Donc c'est un peu aussi des tests que vous avez... On fait des tests, mais là on est satisfait parce que là maintenant nos plantes prennent... Et Pâques approche à grands pas. Chez nous, on remplace l'œuf au chocolat par le crabe. Et hier, nous sommes allés à la rencontre de La Philo, agriculteur guadeloupéen, qui a bien voulu nous ouvrir les portes de son élevage de crabes. Reportage tout de suite avec Nicolas Hachi et Sarah Rinaldo. Il faut laver tous les jours pour y être propre et après il faut vidanger de l'eau là, ça jeter de l'eau là ça pour permettre de toujours rester à sec pour qu'on puisse conserver longtemps. Rester trop longtemps de l'eau là, il est mort. Il faut qu'on baigner tout le temps, il faut tout le temps baigner tous les jours et après là on baigner comme ça pour qu'on vider de l'eau là, après qu'on trouve bien sec et après qu'on manger. Il y a manger à champ là, il y a manger pour pied, il y a manger zèbre, il y a manger à femme, il y a manger à vache, il y a manger zèbre là, c'est biologie. Crabe c'est crabe bio. Quand on prend dans la nature, quand on manger zèbre, quand on manger chien dent, quand on manger poupier, quand on manger fouille à pain, quand on manger kibité encore, quand on manger zèbre à femme. Autrefois, j'avais ce champ planté en canne à sucre. Depuis près d'une vingtaine d'années, j'ai dû abolir la canne à sucre pour diversifier mon agriculture, pour la planter en champ de crabe. J'ai le privilège d'avoir des enfants de toutes les écoles de la Guadeloupe qui viennent en la période de carême, qui viennent visiter, qui ont le privilège de découvrir le crabe dans leur milieu naturel. Alors pour moi c'est un privilège et aussi pour ces enfants-là c'est un privilège de découvrir de leur très jeune âge le crabe dans leur milieu naturel et avoir la connaissance des crabes de terre. Cette saison, je pourrais dire au jour d'aujourd'hui, cette année, j'ai pas de 12 000 crabes ici sur ma propriété. Mais je ne prends pas tous les crabes. Je prends 3 000 à 4 000 crabes au maximum par an. Et puis je laisse le reste pour l'année d'après, comme diraient bien les agriculteurs. On va laisser les crabes en richeton pour l'année d'après. Et on rappelle qu'aujourd'hui, plusieurs communes participent à l'exercice Tsunami du Caribe Wave. Un séisme fictif au large du Venezuela va générer donc une vague de 1 à 5 mètres de haut sur les côtes de la Guadeloupe. Toutes les zones d'une altitude inférieure à 5 mètres pourront être impactées par ce phénomène. Les établissements scolaires et certaines entreprises individuelles testeront également la procédure de sécurité. Un exercice donc grandeur nature qui permet de se préparer à la survenue d'un tsunami. On rappelle quand même que le risque est relativement élevé pour la zone Caraïbe. Et voilà, il est 13h57. C'est la fin de ce ZCL. Si vous nous avez raté donc aujourd'hui, on le rappelle à nouveau, vous nous retrouvez sur le www.zcl.tv. N'oubliez pas aussi de nous retrouver sur notre page Facebook. Et demain, Danick, on se retrouve donc pour notre revue de presse. Et il ne faut pas oublier non plus que demain soir, il y aura donc
cette conférence à Fouillol avec Didier Lasserre qui a présenté son ouvrage Néocolonialisme aux Antilles. Didier Lasserre qui était notre invité, que vous pouvez retrouver, comme le disait Jessie, sur le www.zcl.tv si vous n'avez pas encore lu son ouvrage, mais je pense que vous aurez intérêt à le lire. De toute façon, son interview est sur le www.caribcreolenews.com. En attendant, bon appétit si vous n'avez pas de déjeuner, mais nous pourrons manger. Hein? C'est la Saint-Patrick aussi, apparemment, aujourd'hui. Oui. Donc, pour ceux qui sont fans de bière, avec modération, Saint-Patrick, on aurait dû passer un petit Saint-Éloi. Je ne savais pas. Bon, demain, on y pensera. Allez, salut, bon appétit. Réalisation Yann à la technique. Voilà.